merci d'avoir répondu à l'invitation des Agoras de l'Humanité qui sont consacrées aujourd'hui aux mobilités et particulièrement aux mobilités à l'échelle du Grand Paris. Nous allons durant cette heure rappeler les chiffres impressionnants du Grand Paris Express, retrouver Pierre Garzon, maire de Villejuif, devant l'une des futures 68 gares, échanger avec Thierry Dallard, le président de la Société du Grand Paris, et enfin, dégager les enjeux du projet avec Jacques Baudrier, administrateur d'Île-de-France Mobilité, et Marc Pellissier, président de l'Association des usagers de transport. C'est parti! Bonjour Pierre Garzon et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire de Villejuif et nous sommes aujourd'hui sur votre territoire, mais où très exactement ? On est dans le parc départemental des Hautes-Bruyères, mais plus symboliquement que ça, on est au pied de la future gare très emblématique, Institut Gustave-Roussy, et qui va être une gare d'interconnexion entre la future ligne 14 Sud et la future ligne 15 Sud, donc 2 lignes nouvelles du Grand Paris Express, et les 2, surtout, premières lignes de ce réseau à voir le jour à horizon des quelques années qui viennent. Alors pour le territoire, et je dirais le Val-de-Marne en général, cette bataille de ce que l'on a appelé historiquement le métro de banlieue à banlieue, c'est la capacité des salariés de notre département, de notre ville, à pouvoir se déplacer, les étudiants rejoindre leur fac, les retraités aller s'occuper des petits-enfants sans avoir utilisé la voiture. C'est d'abord donc une première vertu écologique, c'est-à-dire rendre possible l'injonction légitime faite par l'histoire de notre société, qui est de réduire absolument l'empreinte carbone de nos déplacements. Le deuxième enjeu, il est celui de la vie sociale, économique, tout simplement la capacité à pouvoir rejoindre son pôle d'emploi ou son pôle de formation, mais inversement aussi, à pouvoir dire venez ici créer de l'emploi, venez ici créer de la formation et finalement contribuer au rééquilibrage indispensable de la région qui est facteur de nuisance pollution mais facteur aussi de nuisance sociale en étirant les trajets dans la journée qui fait qu'un salarié francilien passe des heures et des heures dans les transports chaque jour dans des conditions absolument déplorables pour des investissements pourtant très importants mais qui ne correspondent pas à ce besoin. Donc un enjeu d'attractivité territoriale au sens noble du terme, c'est-à-dire la capacité à repositionner, à concevoir la région, non pas avec des pôles de spécialité, à l'ouest on y travaille et à l'est on y dort, mais repenser la ville avec une mixité, logement, emploi, commerce, services publics. Et le réseau de transport va permettre cela. L'histoire de Villejuif, c'est l'histoire de la Nationale 7, c'est l'histoire de l'autoroute A6 qui est tout autant derrière moi, juste derrière le métro. C'est donc des milliers de kilomètres de bouchons. Pour donner une image, hein, la ligne 14 qui est juste derrière moi et qui va permettre de rejoindre le pôle d'Orly, c'est l'équivalent de fois 10 voies
en autoroute, 20 voies d'autoroute. Donc c'est beaucoup plus que l'autoroute A6 dont on cherche aujourd'hui à se dégager pour en faire, dans un horizon que j'espère le moins loin possible, un boulevard urbain. Eh bien, la capacité du métro du Grand Paris Express, c'est le métro parisien XXL, c'est-à-dire qu'il va aller très très vite, 70 km/h, il va transporter beaucoup de monde, il va le faire dans un maillage très fin, et donc c'est un confort inégalé pour les futurs usagers, ceux actuels bien évidemment, mais l'enjeu c'est d'aller en conquérir de nouveau ceux qui encore aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas d'alternative, il ne s'agit pas de les incriminer eux individuellement, mais qui étaient obligés de prendre la voiture pour se déplacer. J'ai tendance à dire que dans 10 ans, la marche à pied, le vélo, plus le métro permettront d'être partout et de ne plus avoir à utiliser la voiture. Le Grand Paris Express, c'est à la fois un investissement de 35 milliards, très important, 200 km de métro, c'est l'équivalent de ce qui s'est construit en 150 ans avec le métro parisien, en presque 2 décennies. Et c'est des enjeux calendaires, parce qu'évidemment, l'efficacité de réseau repose sur la capacité à livrer, non pas tout en même temps, mais presque à l'échelle d'une infrastructure aussi lourde. Un peu comme si vous imaginiez que le périph', on le livre par petits morceaux, le périphérique, pardon, ça marche moins bien. Le métro, c'est exactement la même chose. Donc l'enjeu pour nous, c'est de tenir un calendrier très serré auprès de l'État pour qu'il ne retire pas les moyens à la Société du Grand Paris Express pour qu'on tienne les calendriers. La ligne 14 Nord, c'est maintenant, puisqu'au mois de décembre, pour le nord de Paris, elle va être livrée au 14 décembre 2020. Pour la 14 Sud, le tronçon qui est derrière moi, on est sur, pour l'instant, juillet 2024. Sauf incident évidemment et choses impondérables, mais si les crédits sont accordés, les équipes sont toujours autant mobilisées, ce qui est le cas. Il y a un très gros effort de la RATP pour tenir les délais. On sera au rendez-vous de 2024. Pour la 15 Sud, on est plutôt sur un calendrier qui tourne entre 2026 et 2027. Voilà, en gros, dans les 10 ans qui viennent, on aura 2 super lignes de métro qui permettront de rejoindre Villejuif à Créteil en un peu plus de 10 minutes, d'aller dans le centre de Paris en un peu moins d'un quart d'heure. L'enjeu, c'est pas la logique napoléonienne d'un Paris qui absorbe la diversité et puis qui arrase ou qui uniformise façon Haussmann tel qu'on a pu le concevoir il y a 150 ans. L'enjeu, c'est effectivement de rapprocher les territoires, petits et grands, riches et moins riches, d'organiser un rééquilibrage économique et social de la région, pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de la société, et en le faisant en respectant les histoires locales, les bassins de vie, les populations. Et je crois que c'est comme ça que je conçois, moi, les rapports avec Paris. Pas en subordination, pas en ignorance, mais plutôt en coopération, en main tendue. Et évidemment, la main tendue ne peut être prise que par une autre main tendue de l'autre côté. Donc c'est cela qu'on attend de Paris aujourd'hui. Thierry Dallard, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes président du directoire de la Société du Grand Paris. Organiser les transports collectifs à l'échelle du Grand Paris est un défi immense, à l'heure où chaque jour, 8,5 millions de passagers empruntent ces réseaux. Comment qualifieriez-vous l'ampleur du projet du Grand Paris Express ? Bonjour. L'ampleur du projet du Grand Paris Express est majeure. Les mots et les qualificatifs utilisés régulièrement par la presse en sont une illustration. On parle du projet pharaonique, du grand projet d'Europe, etc. Si on reste au niveau des simples chiffres factuels que sont 200 km de métro à construire, c'est-à-dire autant que ce qui a été construit au XXe siècle, 68 gares, 35 milliards en valeur 2012, tout ça parle d'eux-mêmes, ces chiffres parlent d'eux-mêmes sur le gigantisme du projet. Mais en fait, je pense que le projet est encore plus gigantesque, ou en tout cas avec un effet encore plus structurant que ça, sur non pas simplement la question de la mobilité, mais finalement sur la question de la ville au sens large. Ça va réellement modifier les relations territoriales, ça va totalement faire basculer tous ces territoires dans une bonne dynamique. Et c'est souvent ce que j'appelle d'ailleurs l'acte 2 du Grand Paris Express, c'est qu'il y a le métro d'abord, mais il y a aussi toutes ces conséquences d'un point de vue urbain qui seront probablement encore beaucoup plus fortes, mais dont on aura finalement beaucoup de mal à prendre la mesure tant qu'on ne l'aura pas vécu, tant qu'on n'y sera pas dedans. Je tiens à souligner quand même la rapidité finalement
avec laquelle ce projet a mûri. Là, ça fait 10 ans que la loi a été votée. Nous avons déjà engagé la moitié des travaux. Et même si effectivement, on peut toujours regretter que ça n'aille pas assez vite, qu'il y ait pu y avoir des retards par rapport aux annonces faites en 2010-2012, il n'en reste pas moins que c'est un projet assez unique et assez exemplaire par la rapidité avec laquelle il avance. Et je pense que cette rapidité, elle est due essentiellement à la mobilisation politique de tous les élus de ce territoire. Estimez-vous pouvoir, en dépit des circonstances qu'on connaît avec la crise sanitaire, tenir les délais de livraison des chantiers ? Est-ce qu'on est toujours sur le même calendrier ou est-ce qu'il va falloir prévoir de nouveaux retards dans l'ouverture des lignes ? Aujourd'hui, l'impact que l'on évalue pour les lignes qui étaient en travaux, il est entre 3 et 8 mois. Et il est un peu moins sur les lignes qui étaient uniquement en études, de l'ordre de 3 à 5 mois. Mais je dirais, aujourd'hui, nous travaillons avec nos maîtres d'œuvre et les entreprises pour évidemment résorber ce retard. Et pour ça, il faut que la crise soit derrière nous. Aujourd'hui, on s'est donné comme objectif d'avoir totalement rebâti un nouveau planning à l'horizon du printemps de cette année. Les seuls facteurs qui déterminent la date de mise en service, c'est premièrement les difficultés techniques. Quand on a, et je range malheureusement le Covid dans les difficultés techniques, quand on a un problème géologique, comme tous les maîtres d'ouvrage rencontrent, on a évoqué encore les difficultés qu'avaient eu nos amis de la RATP sur la gare de Clichy, de la porte de Clichy cette année, enfin il y a 2 ans. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, ce sont les moyens que l'on peut mobiliser sur les chantiers. Je pense en particulier aux entreprises. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on veille avec le plus grand soin parce que les moyens des entreprises sont nécessaires pour tenir le calendrier, mais elles sont aussi une des données de maîtrise des coûts. Et puis le troisième, c'est le côté humain au sens large, c'est l'acceptabilité par les riverains, parce que on pourrait se dire, mais il suffit de travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais ça n'est pas possible évidemment, parce qu'il faut que tout ça soit compatible avec l'environnement immédiat. Et c'est ça qui fait virer le calendrier final. Alors, sur le projet final, certains déplorent un certain déséquilibre d'aménagement entre l'Est et l'Ouest de la région. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Est-ce qu'il faut y remédier ? Quelle analyse avez-vous sur ça ? Le Grand Paris Express en soi est une des réponses apportées par la puissance publique, le gouvernement et le Parlement, à la question du déséquilibre, avec notamment un certain nombre de gares et de lignes, je pense en particulier à la ligne 16, qui sont dans des territoires qui ne disposent pas de système de transport collectif performant. Et donc, je dirais, le métro apporte cette accessibilité. Et c'est de l'accessibilité que vous pouvez construire une politique pour attirer des entreprises, pour attirer de nouveaux habitants. Et c'est ça qui va être un moteur absolument révolutionnaire. On ne parle pas de gagner 2 ou 3 minutes, encore une fois. On parle de pouvoir effectivement avoir ce choc d'accessibilité qui va être déterminant dans le rééquilibrage. Et en parlant d'accessibilité, du coup, je rebondis sur ce que vous dites. On a vu que la crise sanitaire avait favorisé aussi l'usage du vélo particulier, beaucoup, pour éviter les transports en commun et l'utilisation de la voiture aussi. Des pistes cyclables ont été construites un peu dans l'urgence. Est-ce qu'il est prévu dans le projet du Grand Paris Express des intermodalités vélo un peu partout sur le territoire qui relieraient des pistes cyclables aux grandes gares du Grand Paris ? Oui, ça c'est un travail que nous menons avec Île-de-France Mobilité. Alors le rôle de la Société du Grand Paris, c'est effectivement de réaliser le métro, mais il est clair que l'usager de demain, le voyageur de demain, quand il va arriver sur le quai de la gare de destination, il faut encore qu'il se déplace. Alors c'est toute la question de l'interopérabilité, de la multimodalité. Il va se déplacer à pied, en trottinette, en vélo, en bus. Des gares n'ont pas vocation à être un lieu de convergence de voitures, n'ont pas vocation à être un lieu de création de méga parkings pour faire des parkings relais. Alors évidemment, il y en a quelques-uns qui sont notamment en périphérie concernés par ce genre de rotules et d'interactions, mais la grande majorité ne sont pas dans cette logique-là. Et donc tout l'enjeu du travail que nous menons aujourd'hui, dans ce que l'on appelle les études de pôle, la grande difficulté de cet exercice, c'est que, évidemment, le métro, il est là pour plusieurs siècles et que les comportements de tout le monde, de nous tous, ça change à des vitesses parfois très rapides. Je pense qu'en 2010, quand la loi du Grand Paris a été votée, peu de gens pensaient à l'usage de la trottinette comme un moyen de déplacement. Bon, c'est arrivé.
Et donc, il faut aussi être modeste dans la conception des aménagements et garder beaucoup de souplesse pour que ces derniers soient adaptables dans le temps. Pour terminer, en forme de conclusion, est-ce qu'on peut résumer le Grand Paris à un agrandissement du territoire de la ville capitale? C'est plus que ça, je crois. C'est plus que ça pour plusieurs raisons. Déjà, quand vous prenez chacune des gares, et que, pour reprendre votre question sur la multimodalité et le fait qu'on ne reste pas collé au mur de la gare, quand vous regardez ce que vous faites en 10 minutes à pied, vous faites à peu près 800 mètres. Et donc, quand vous regardez autour de chacune des 68 gares, ce que ça veut dire comme espace directement impacté par les piétons, vous arrivez à une surface qui est égale à 1,5 fois Paris. Donc, on n'est pas en train de penser une extension de Paris où Paris garderait tout son pouvoir de centralité et où le reste ne serait que le énième arrondissement rajouté à la ville existante. On est en train de parler d'un territoire qui représente 1,5 fois celui de la capitale et qui va rentrer dans une logique de pluricentralité. Et c'est ça qu'apporte le métro, c'est ça qu'apporte notamment la ligne 15 dans sa logique de rocade, c'est permettre à tous ces pôles de pouvoir dialoguer entre eux, d'échanger entre eux. Et donc c'est plus que simplement une augmentation marginale de la ville capitale, c'est un autre fonctionnement urbain, et ça c'est absolument révolutionnaire, et je pense que on va apprendre à vivre avec que pendant encore des dizaines d'années après que le métro soit mis en service. Mais il est urgent d'y penser parce que vous savez, les nouveaux exécutifs qui ont été élus en juin dernier pour les communes après les élections municipales, eh bien en 2026, vers la fin du mandat actuel, la moitié des gares ont été mises en service. Ouais. Donc cette nécessité de penser la ville qui va avec devient de plus en plus urgente. Merci beaucoup Thierry Dallard, merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci, très bonne journée également. Et maintenant, retour au débat. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Baudrier, vous êtes administrateur d'Île-de-France Mobilité, et Marc Pellissier, vous êtes président de l'Association des usagers des transports. Alors, honneur aux usagers, Marc Pellissier, que représente pour vous ce projet et qu'est-ce que ce Grand Paris Express va changer concrètement dans la vie des millions d'usagers quotidiens des transports franciliens? Alors, pour nous, c'est un des projets essentiels pour améliorer les déplacements en Île-de-France. On voit bien qu'on a un réseau en Île-de-France qui a peu bougé depuis la création des RER dans les années 60-70, et on avait un manque de liaisons, notamment de banlieue-banlieue, liaisons rapides un peu équivalentes à ce qui existe en voiture avec la 86 ou la francilienne. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs nous avons rejoint l'association Orbival il y a 10 ans pour promouvoir en premier lieu cette rocade de banlieue, en commençant par la partie Val-de-Marnaises, qui est aujourd'hui donc la ligne 15 Sud. Il y a eu en 2011 donc le choix d'un grand réseau avec notamment la ligne 14 prolongée au nord et au sud. On commence à toucher du doigt la réalité puisqu'on vient d'inaugurer la ligne 14 jusqu'à la mairie de Saint-Ouen, qui va apporter un bol d'air à la ligne 13. Ça, c'était vraiment un objectif très important. L'idée, c'est d'avoir un effet de décharge sur toutes les lignes radiales, les RER, les métros, qui sont trop chargés hors crise sanitaire dans Paris, et donc d'arriver à éviter aux gens de passer par Paris pour faire du banlieue-banlieue. Jacques Baudrier, vous êtes l'une des chevilles ouvrières de ce projet du Grand Paris Express, je crois qu'on peut le dire. Vous vous êtes notamment battu pour voir sortir de terre ces lignes de métro, dites de banlieue à banlieue, cette rocade de métro. Quel regard portez sur ce projet, si vous faisiez un petit récapitulatif de vos années de bataille pour ça? C'est un projet qui aurait dû être réalisé il y a 30 ans. En fait, on a 30 ans de retard. Ce projet devrait être en service depuis au moins 1990, 2000 au plus tard. Et parce que depuis le début du XXe siècle, de 1900 à 1914, on a beaucoup construit le métro dans Paris. Et on avait rattrapé à l'époque le retard qu'on avait pris au XIXe siècle. Et maintenant, au début du XXIe siècle, on est en train de rattraper les 40 à 50 ans de retard qu'on avait pris.
Moi, ce projet, c'est une grande victoire pour nous, pour les élus communistes, parce que moi, j'ai travaillé au conseil régional auprès des élus communistes pour battre pour dédoubler la ligne 13 qui a abouti au projet de prolongement de la ligne 14. Et puis après, Marc Pellissier a abordé auprès de Christian Favier, qui avait engagé en 2006 l'association Orbival, pour faire enfin réaliser sur cette rocade de métro autour de Paris. Donc ça a été vraiment... là, on vient d'inaugurer il y a 2 jours la ligne 14, et pour moi, ça fait 16 ans de bataille. Et 16 ans pendant lesquels les usagers ont été, je tiens à saluer Marc, qui a aussi été de ces batailles, qui a été une cheville ouvrière de ce projet pendant 15 ans aussi. Mais ça a été 15 ans de bataille, et au début, vraiment, on nous riait au nez parce qu'on disait, il n'y a pas d'argent, c'est pas possible. Et on s'est battu, et je pourrais dire que c'est vraiment une victoire totale, et heureusement pour les usagers, heureusement pour l'Île-de-France, heureusement pour les Franciliens, parce qu'on on a multiplié par 30 le niveau d'investissement public dans les transports en Île-de-France en 15 ans, et avec des batailles homériques, en particulier dans le Val-de-Marne, autour de Christian Favier. Et je crois que c'est d'ailleurs, malheureusement, c'est le seul domaine en France d'investissement public où il y a eu une vraie augmentation, parce que globalement, l'investissement public en France, depuis 15 ans, n'a cessé de baisser du fait de politiques libérales, et le seul secteur où il y a eu une augmentation, c'est les transports en Île-de-France, et c'est grâce à la bataille de beaucoup de gens, mais beaucoup des élus communistes. Donc, avec tous mes camarades, on en est fiers. Pour maintenir, entre autres, le budget des transports comme le premier budget de la région, il me semble. Oui, tout à fait. Le budget des transports est le premier budget de la région. La région Île-de-France, sous Jean-Paul Huchon, d'ailleurs, on avait contribué à le faire augmenter. Mais le sujet essentiel, c'est qu'on a réussi à obtenir, on l'avait porté dès le départ, dès 2005, je me rappelle avoir... rédigé un document pour les élus communistes d'Île-de-France en 2005, on disait qu'il faut créer des recettes dédiées, de l'argent qui va directement au transport, et c'est ce qu'on a fait, ce qui a permis de multiplier par 30 les investissements, alors que si on en était resté au mode de financement habituel, on nous dit toujours, vous proposez des impôts, tout ça, vous êtes fous, et on nous disait ça, vous êtes des dingues, et on l'a proposé, mais on a gagné, et c'est les plus riches en plus qui ont payé, c'est pas les pauvres qui ont payé, c'est pas comme la taxe carbone et les gilets jaunes, dénoncés par les gilets jaunes. Là, c'est les plus riches qui ont payé, et ça a permis de multiplier par 30 les investissements. Donc, je pense que c'est aussi un enseignement qu'on pourrait prendre pour d'autres grands domaines d'investissement public. On a eu une victoire avec aussi la mobilisation des usagers, des syndicalistes, mais il faudrait qu'on l'ait dans de nombreux autres domaines. Alors, Marc, Jacques Baudrier l'évoquait tout à l'heure, vous aussi d'ailleurs, le prolongement nord de la ligne 14 a été inauguré. Vous avez une inquiétude quant à l'ouverture de ces nouvelles lignes? Alors, c'est de bon augure déjà pour le moral, pour les usagers de voir qu'il y a du concret qui aboutit. Mais effectivement, il faut rappeler que ce projet avait été lancé un peu avant le Grand Paris Express, puisqu'il avait été lancé justement par la région Île-de-France. Il a été ensuite inclus par l'État dans le Grand Paris Express, mais les autres lignes sont moins avancées. Alors, certes, il y a un certain nombre de chantiers qui sont en place depuis plusieurs années. Je pense à la ligne 15 Sud, bien évidemment. Mais on a malgré tout des inquiétudes parce que voilà, on sait que ce sont des chantiers où il y a des aléas techniques. Et puis, il y avait eu, je dirais, de façon un peu imprudente, des dates promises de mise en service qui n'ont cessé de reculer. La ligne 15 Sud, je me rappelle très bien la première présentation de la Société du Grand Paris devant Orbival. La SGP nous indiquait qu'elle visait 2018 pour la mise en service. Aujourd'hui, on est sur 2025. Ouais. Voilà, donc, on reste très prudent parce qu'il ne faut pas non plus créer de faux espoirs avec des dates qui seraient irréalistes. Parce que les usagers les attendent, ces nouvelles lignes. C'est-à-dire que même parfois, on peut s'installer dans un endroit d'Île-de-France parce qu'on sait que le métro va arriver. Enfin, ça implique des choix de vie aussi. Bien sûr. Il y a des gens qui font des investissements immobiliers, par exemple, en fonction de ces arrivées de métro promises. Et donc, il faut que la puissance publique soit la plus honnête possible, je dirais, sur les calendriers d'arrivée. Malheureusement, le Grand Paris Express, on a souvent eu le sentiment que les calendriers étaient plus politiques que techniques. Voilà, on commence à avoir des calendriers qui sont aujourd'hui, je dirais, plus réalistes, mais
effectivement, il y a eu des déceptions et il risque d'y en avoir encore. Jacques Baudrier, des calendriers politiques plus que techniques. Oui, évidemment. Les mandats des présidents de la République, c'est 5 ans. Donc voilà, au début du mandat, on avance un calendrier, et puis c'est à dérive, jamais on le réactualise. Donc probablement, ça sera en 2022 qu'on aura un nouveau calendrier. Mais aujourd'hui, il faut dire les choses. Et moi, je regrette beaucoup que le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, auquel je participe, et où il y a un représentant des usagers, d'ailleurs le vice-président de l'association, donc préside Marc, Bernard Govitz, que les débats ne soient pas publics. Parce que ces choses-là, on en discute. Et Valérie Pécresse, ça fait plusieurs fois qu'on dépose de vœux pour que ces choses soient publiques. Je pense qu'il y aurait pas mal de gens que ça intéresserait de regarder, qui s'intéressent au transport, et malheureusement ça ne l'est pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, de façon certaine, la ligne 14 au sud jusqu'à Orly, on a bon espoir que le calendrier annoncé de 2024 soit respecté. Moi, je suis plus inquiet sur la ligne 15 sud, où 2025 pourrait être dépassé d'un an ou deux. Et là, je suis encore beaucoup plus inquiet sur les lignes 15 est et les lignes 15 ouest qui vont boucler la ligne. Je dirais que ligne 15 sud, c'est de Pont-Sèvres à Noisy-Champs, et la ligne 15 Est, c'est Champigny-Saint-Denis, et puis ligne 15 Ouest, Saint-Denis-Pont-de-Sèvres. Et ces deux lignes-là, qui sont indispensables pour désaturer tout le réseau, il faut que la boucle soit bouclée. Et là, moi, j'ai bien peur, quand on dit 2030, j'y crois pas une seconde, que ce soit 2035, voire même 2040. Et ça, il y a des mesures d'urgence à prendre, parce que ça veut dire 10 ans de plus à attendre, c'est une catastrophe pour plein de secteurs. Donc ça, je crois qu'il faut le dire. Et il faut aussi ne pas que les gens fassent des investissements immobiliers en se disant « je vais avoir un métro dans 5 ans » ou même dans 10 ans alors que c'est dans 20 ans. C'est faux. Donc il faut de la transparence. Mesures d'urgence, vous pensez à quoi, Jacques ? Déjà dire les choses, objectiver, et puis qu'il y ait des comités de suivi. La Société du Grand Paris, c'est un conseil de surveillance présidé par un élu, où c'est l'État qui a l'essentiel des votes et qui décide de ce qu'il veut. Rien n'est public, aucune des déclarations de ce public. Tout ça, c'est de l'argent public. C'est financé par les taxes qu'on a contribué à créer. C'est nos propositions. Donc, c'est les bureaux des secteurs les plus riches d'Île-de-France qui payent tout ça. C'est de l'argent public. Ça n'a pas à être secret. Tous ces débats, comme Île-de-France Mobilité, tous ces débats doivent être publics. Parce que là-dedans, dans ces instances auxquelles j'ai participé, on parle de tout ça. Mais après, rien n'est dit publiquement. C'est anormal. Lorsqu'on est usager, on a le métro, c'est bien. Il y a tout ce qui est autour du métro, les connexions avec les pistes cyclables, probablement la possibilité de garer sa voiture dans des parkings relais qui permettent ensuite de prendre les transports en commun. Est-ce que tout ça fait partie du projet du Grand Paris Express ? Est-ce que c'est assez avancé selon vous, Marc Pellissier ? Alors ça, effectivement, c'est aussi un point d'inquiétude. C'est-à-dire que la Société du Grand Paris, son objectif, c'est de construire un métro. Elle le fait plutôt bien, mais elle s'occupe assez peu de ce qui se passe autour. Et donc, les aménagements autour de chaque gare, alors ils font l'objet de comités de pôle avec des financements pour les études, mais il y a énormément d'intervenants, mais malheureusement pas les associations d'usagers, qui soient des transports en commun ou les cyclistes, ne sont pas invités. Et on sait par ailleurs que ces discussions sont difficiles parce que, d'une part, il faut trouver les financements pour tous ces aménagements autour, l'accueil des bus, des vélos, éventuellement les parkings voitures. Et puis, on sent qu'il y a des intérêts contradictoires et qu'un certain nombre de maires préfèrent construire peut-être des immeubles plutôt que de laisser de la place pour les bus ou les vélos. Donc il y a des vrais enjeux et malheureusement aujourd'hui il y a un certain nombre de pôles en tout cas où on a pas mal d'inquiétudes. Jacques Baudrier, en préparant cette émission, vous évoquiez l'image d'un métro qui arrive dans un champ de patates. Qu'est-ce qu'il en est selon vous de l'aménagement de ces pôles dont parle Marc ? On a eu le débat au Conseil d'Île-de-France Mobilité d'il y a une semaine. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas rassurer Marc parce que je pense que les choses sont encore plus graves que ce qu'il a décrit. Puisque là, Valérie Pécresse nous a fait voter un schéma qui va, par exemple, c'était sur le stationnement vélo, qui aujourd'hui, il y a 20 000 places de stationnement vélo auprès des gares d'Île-de-France. C'est ridicule, c'est minable. Et il en faudrait au moins 10 fois plus. Et nous a fait voter un schéma avec 140 000 places. Alors, ce n'est pas 10 fois plus, c'est 7 fois plus en 2030. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun des moyens sérieux pour réaliser cet objectif. Rien que pour le Grand Paris Express, où il devrait y avoir 55 000 places, sur les 55 000, il y en a 10 000 qui seront installés donc, autour des gares, là où le domaine de maîtrise d'ouvrage de la Société du Grand Paris, donc qui émettent chez elle et qu'elle est sous. Donc ceux-là, ils veulent y être. Mais les 45 000 autres, ça dépend de l'arrivée de ces comités de pôle.
qui manquent de financement. La SGP n'a pas le droit d'apporter assez de financement. Île-de-France Mobilité n'a plus de sous, les communes sont exsangues, n'ont plus de sous. Donc en gros, là, aujourd'hui, c'est parti pour que les gares du Grand Paris Express arrivent autour de Champs de Patates. D'ailleurs, la ligne 14 a été inaugurée au nord, là. Il n'y a pas un stationnement vélo autour. Voilà, c'est nul. C'est vraiment nul. Il devrait y avoir 300 ou 400 places de stationnement vélo auprès de chaque gare. Donc tout ça, ça n'a pas été bossé. Et la preuve, on le voit. Alors, c'est pas un champ de patates, mais il y a certaines gares, ça va vraiment être des champs de patates si on fait rien. Et au jour d'aujourd'hui, pour la ligne 14 au sud, on commence à être... C'est très, très juste. Et je discutais avec Thierry Dallarc, le président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, hein. Et donc, il me confirme ce constat qui est inquiet sur ces pôles. Ça devient un problème pour le Grand Paris. Et je pense que la meilleure chose à faire, ce serait que la SGP a des recettes, a des modalités de financement. En gros, il manque environ... il faudrait 200 000... Elle est autorisée par Bercy, par le ministère des Finances, à donner que 100 millions d'euros à ces pôles. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle puisse donner 300 millions d'euros, donc 200 millions de plus. À l'échelle de son budget de 37 milliards... Franchement, c'est tout à fait jouable. Rien que le retard pris par les travaux du fait de la pandémie permet largement de financer tout ça. Donc, il suffit uniquement... Là, tout ça est en train de merder copieusement et complètement, de façon lamentable, pour une histoire de 200 millions sur 37 milliards. C'est un verrou juridique, et c'est un verrou non politique de Bercy, du ministère des Finances. En gros, c'est le ministère des Finances qui est en train de décider qu'on va ouvrir un réseau de 37 milliards, parfois dans des champs de patates, uniquement pour ne pas dépenser 200 millions. Donc, c'est vraiment profondément stupide. Oui, ça veut dire que ça obère aussi un peu le dynamisme de ces nouvelles régions dans lesquelles vont arriver le métro. Ah ben bien sûr, parce que si, imaginez qu'en bus, ça ne soit pas aménagé pour qu'on vienne le dire, qu'on soit sur des arrêts provisoires, des trottoirs pourris, qu'il n'y ait aucun stationnement vélo, c'est nul. Et ben voilà, malheureusement, et moi je profite de votre antenne pour le dire, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas trop d'espace pour le dénoncer, d'ailleurs, c'est pas un truc très public. Mais c'est vraiment ridicule et c'est uniquement un verrou de Bercy. Il n'y a même pas besoin de recettes en plus. La Société du Grand Paris serait prête à le faire parce qu'elle... Imaginez, vous êtes travaillé à construire un métro et vous n'êtes même pas pouvoir aménager autour de la gare. Enfin, c'est ridicule, quoi. Pour tout le monde. C'est n'importe quoi. Marc Pellissier, lorsqu'on est usager d'un transport en commun, ce qui est très important aussi, c'est le prix de l'abonnement, le coût au mois, alors pour le pass Navigo qui est mensualisé, mais mensualisable en tous les cas. Certains, dont Jacques Baudrier fait partie, plaident pour la gratuité des transports en commun. Quelle est votre position sur cette question ? Alors effectivement, le tarif est un des éléments qui incite ou pas à utiliser les transports. Nous, notre analyse, c'est que, effectivement, en Île-de-France, c'est d'abord la qualité de service et la disponibilité de l'offre qui est un frein à l'utilisation des transports en commun. On l'a vu, il y a un besoin d'investissement important et pas seulement sur le métro du Grand Paris. Et donc, c'est vrai que ça nous paraît difficile en parallèle de trouver des financements pour la gratuité. Et indépendamment, je dirais, des problèmes financiers, on peut toujours imaginer des recettes. Plus fondamentalement, je pense que la gratuité, ça peut être adapté à certains publics qui justifient effectivement un effort parce qu'ils sont à faible ressource. Ça peut être adapté à des petits réseaux de bus où ils ont une fréquentation faible et la gratuité peut amener effectivement des usagers nouveaux. En revanche, en Île-de-France, on n'est pas dans ces problématiques-là. Et donc, il nous semble que ça n'aurait pas un effet important de transfert modal. Et à ce stade, si jamais il y avait transfert modal, je dirais que ça nous poserait des problèmes supplémentaires, puisque hors pandémie, on a quand même un réseau très chargé. Et donc, on voit aussi pas mal d'effets pervers que pourrait avoir la gratuité. On peut citer également le risque de transfert de la marche et du vélo vers les transports en commun pour des petits trajets. Voilà. En gros, la gratuité, selon vous, serait aussi la cause d'une surcharge des transports en commun en Île-de-France, c'est ça ? Ça inciterait tout le monde à se reporter massivement sur les transports en commun ? Oui, ça peut apporter quand même un peu d'usagers en plus. Alors, les études montrent que pas beaucoup d'automobilistes, malheureusement, qui bien souvent payent déjà beaucoup plus cher que le pass Navigo pour se déplacer. Alors, il y a quelques cas de trajets qui sont encore trop chers en transport en commun. Hein. Je pense notamment au ticket grande banlieue Paris quand on n'est pas abonné. Donc, il y a des choses à faire en matière de tarification.
mais on pense vraiment que ce n'est pas le tarif qui est le levier pour effectivement les usagers, en tout cas dans les priorités. Jacques Baudrier, la tarification, vous avez gagné la bataille de la tarification unique déjà, est-ce qu'il faut aller plus loin? Bah oui, il faut aller plus loin. D'ailleurs, on a gagné plusieurs batailles. Hein. Et je rappelle que depuis 15 ans qu'on se bat, on a multiplié par 30 les investissements, mais on a aussi gagné plusieurs batailles pour la tarification, donc on peut gagner les deux. Il ne faut pas opposer l'un et l'autre. On a gagné, nous, on est pour fromage et dessert, hein, clairement. Faucille et marteau, enfin, vous voyez. Donc, on a gagné en 2006 la gratuité pour tous les allocataires du RSA. Il y a 500 000 personnes qui ont la gratuité, des personnes à faible ressources. On a gagné le pass unique. On a gagné à Paris, c'est les communistes parisiens, on a gagné la gratuité pour tous les moins de 12 ans et maintenant tous les moins de 18 ans à Paris. Et dans le Val-de-Marne, il y a aussi le pass Navigo imaginaire à demi-tarif. Donc on a plein de victoires qui concernent déjà près de 2 millions de personnes. Et donc c'est déjà très important. Mais on pense qu'il faut aller plus loin. Alors il faut aller plus loin... après, je dirais pourquoi je suis pour la gratuité totale à terme, mais il faut aller plus loin progressivement. Je partage l'avis de Marc Pellissier que la gratuité, si on a accepté le sujet des financements, qui est assez facile à régler en Ile-de-France, parce qu'il y a énormément de richesses, donc c'est facile de trouver des financements en Ile-de-France. Mais excepté le problème des financements, aujourd'hui, s'il y a la gratuité totale, il y aura une surcharge complète du réseau hors pandémie, donc c'est pas raisonnable du tout de le faire tout de suite maintenant. La gratuité totale, c'est possible que quand il y aura le réseau du Grand Paris Express entièrement réalisé en 2030-2035. Mais à court terme, nous, ce qu'on va proposer aux élections régionales, c'est la gratuité pour toutes les personnes à bas revenus, tous les allocataires des CMU. Donc ça va dans le sens, et je pense que sur une mesure comme ça, on se retrouvera avec l'association des usagers de transport. C'est la proposition de fait qu'a émise aussi Marc Pellissier. Et tous les gens aussi à l'AME, à des niveaux, donc tous des minima sociaux, faibles ressources, au-delà de ceux au RSA. Et puis pour tous les jeunes de moins de 25 ans, parce qu'ils ont aussi massivement très peu de revenus. Donc voilà, on veut des gratuités pour en gros, les personnes qui ne vont pas dans les grosses zones d'emploi et de bureaux à l'heure de pointe du matin. Donc c'est les gens au CMU vont très peu à la Défense à 9h le matin. Hein. Donc voilà, c'est une gratuité pour offrir un droit à ceux qui en ont plus besoin, sans surcharger les réseaux. Donc ça, c'est nos mesures à court terme. Et après, progressivement, on pense qu'on peut aller sur la gratuité pour tous. Alors pourquoi la gratuité pour tous? Déjà, c'est un avantage social essentiel. Ça pousse à l'utilisation des transports en commun, c'est très écologiste. Et on pense que l'effet écolo est encore plus fort sur les questions d'aménagement. Nous, l'aménagement, on a vu avec le pass unique, on nous avait dit, vous allez faire moins cher pour les grands trajets en grande banlieue, vous allez encourager l'étalement urbain en grande banlieue. Nous, on disait à l'époque, non, on va encourager les gens en banlieue à habiter près des gares parce qu'ils pourront prendre les transports moins chers. Et on a constaté, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il y a eu le pass unique, il y a maintenant 5 ans. Eh ben, il y a eu moins de d'artificialisation des sols et il y a eu un resserrement de la construction autour des gares parce que le transport collectif est devenu plus attractif. Donc nous, on pense qu'au contraire, la gratuité, ça pousse les gens à ne plus avoir 2 voitures, mais à habiter près d'endroits de transport en commun. Donc c'est la meilleure façon d'avoir une ville un peu plus compacte, sans être caricatural, et en fait à limiter le trafic automobile sur le long terme, mais plus par un effet encore d'aménagement que du coût que ça implique. Donc on est à ce titre-là en particulier très favorable à la gratuité, le jour où ça sera possible de façon sérieuse, sans plutôt 2030-2035. D'accord, donc pas tout de suite, on attend que le réseau soit entièrement constitué, que les choses soient mises en place. Et mais d'ici là, il y a bien pour plus de 1,5 million de personnes en plus dès les élections régionales, si on les gagne, avec la gratuité pour les moins de 25 ans et pour toutes les personnes à bas revenus. Ouais. Valérie Pécresse, qui est présidente Les Républicains de la région Île-de-France, a résolument opté pour la mise en concurrence des réseaux, de l'exploitation des réseaux franciliens. Marc Pellissier, quand on se place du côté des usagers, ça fait une différence ou pas finalement d'avoir des opérateurs privés en concurrence avec l'opérateur public historique, ou c'est juste une histoire de régulation du marché? Alors pour le moment, je dirais, on a des réseaux, les 2 opérateurs publics, SNCF et RATP, et on avait en grande couronne des compagnies de bus privées type Transdev et Keolis qui avaient des droits à vie d'exploitation de leurs lignes. Donc, bon, il ne nous semble pas illogique que ces lignes fassent l'objet de délégation de services publics comme en province, mais évidemment, il faut que ça se fasse avec un certain nombre de règles. Et puis, il faut que ça ne soit pas l'occasion
diminuer le service, mais peut-être au contraire de proposer des améliorations. C'est vrai que il y a des transporteurs en grande couronne, à une époque en tout cas, dont on aurait souhaité pouvoir les changer et on ne pouvait pas. Donc, quelque part, c'est aussi, ça peut être un aiguillon. Mais nous, en revanche, on est un peu plus réservé à ce stade sur le ferroviaire, parce que effectivement la mise en concurrence dans le ferroviaire, c'est plus complexe techniquement et on n'a pas beaucoup de retours d'expérience en France, puisque ça n'a pas démarré en réalité, même sur des petites lignes TER. Et donc, il nous semble que le calendrier de Valérie Pécresse est un peu prématuré. En tout cas, il va falloir étudier ça de façon très fine pour ne pas rajouter de la complexité à notre système ferroviaire qui est déjà complexe. Oui, c'est ça, parce qu'à 2 opérateurs, c'est déjà peu lisible. Alors pour l'usager, qu'on utilise un RER opéré par la SNCF ou la RATP, tant qu'il roule, il roule. Rajouter des opérateurs privés, n'est-ce pas un peu de nature à complexifier Évidemment. Hein, moi, Mme Pécresse, je l'ai appelée Mme Thatcher Pécresse lors du dernier conseil d'Île-de-France Mobilité, parce que là, elle est de droite. Bon, c'est pas une surprise, mais là, ça devient une droite ultra-libérale. C'est une dérive complète, parce que ça va être vraiment n'importe quoi. Il faut déjà voir, il y a déjà eu des mises en concurrence, 5 ou 6 réseaux de grande couronne qui ont été mis en concurrence. Il faut voir le bilan. Ça a donné quoi? Tous les appels, on nous disait, ça va être l'occasion d'améliorer l'information aux voyageurs, la qualité de service, toutes des demandes justifiées et légitimes des associations d'usagers et des usagers. La vraie vie, c'est quoi? C'est que systématiquement, ceux qui ont remporté l'appel d'offres, c'est les mêmes entreprises, mais qu'elles ont baissé les coûts. Donc c'est du dumping social. Et moi, je discutais en off avec un de ces dirigeants d'un de ces gros opérateurs privés, là, qui nous disent, en gros, on a été obligé de répondre beaucoup plus bas, et en vrai, on n'aura pas assez d'argent pour payer assez de conducteurs pour offrir le service qu'on avait. Donc, en fait, on va diminuer le service. La réalité, c'est que c'est du dumping social. Ils vont baisser, ne plus augmenter les salaires, augmenter les temps de travail des chauffeurs de bus, en sachant que les chauffeurs de bus, on a de plus en plus de mal à les recruter, parce que c'est un boulot dur. Donc on a des risques de pas de bus parce que pas de chauffeurs, parce que personne ne voudra dans ces conditions salariales. Et en plus, les conditions financières, ça fait des économies pour Île-de-France Mobilité. Mais au final, s'il n'y a pas de bus, c'est une économie sur le dos des usagers. Donc aujourd'hui, la mise en concurrence des bus en grande couronne, c'est ça, ce que fait Valérie Pécresse. C'est des gens moins payés, moins de bus. Voilà. Donc c'est une baisse du service public. Et pour le réseau ferroviaire, moi j'ai les mêmes interrogations que Marc Pellissier, et même plus fortes. C'est de toute façon c'est déjà compliqué sur un réseau ultra dense avec des trains qui roulent, qui se suivent les uns après les autres. Comment envisager qu'avec 8-10 opérateurs différents et des opérateurs différents qui auront des trains sur les mêmes voies, sur les mêmes rails, il y aura un moment la ligne D puis la ligne R, ou la ligne E puis la ligne J, qui vont être 2 opérateurs concurrents. Ils n'auront pas intérêt à assurer un service homogène pour les usagers. Ils auront intérêt à se piquer les usagers. Et comment réguler quand il y a des pannes, etc., quand le réseau dysfonctionne, ce qui est malheureusement assez courant. Tout ça va créer un merdier pas possible. Et puis, bien sûr, va démolir, parce que là, on est en train de démolir et la RATP et la SNCF. Aujourd'hui, les cheminots, il y a de plus en plus de démissions. À la RATP aussi, les chauffeurs de bus, il y a de plus en plus de démissions à cause de la mise en concurrence. D'ailleurs, il y a une grève ces jours-ci. Et on se retrouve avec une situation qui va être catastrophique. Là, la SNCF a de plus en plus de mal à embaucher. Parce que les cheminots se disent, déjà, on a un boulot dur, pas très bien payé. En plus, on va être mis en concurrence dans des conditions où on ne sait pas comment, pour assurer encore moins bien. La SNCF a de plus en plus de mal à recruter. Donc tout ce que fait Mme Pécresse, là, elle est en train de casser complètement les acquis de la construction des grandes entreprises publiques. SNCF, c'est 1938, et RATP, c'est 1949. Et avant, ça merdait complètement. Avant, toutes les compagnies privées de trains créées sous Napoléon III en 1850, elles se tiraient la bourre, elles se sont battues pour empêcher la construction du métro parce qu'elles voulaient en prendre le contrôle. Elles nous ont fait prendre 50 ans de retard, les compagnies privées de trains en Île-de-France, à la construction du métro. Donc on est en train de recréer, 170 ans après, ce qu'avait mal conçu Napoléon III en 1850. Donc c'est vraiment un retour en arrière au 19e siècle, et c'est n'importe quoi. Alors, pour terminer, quand même, cet échange, j'aimerais vous poser à tous les deux une question un peu prospective. Marc Pellissier, quels sont vos souhaits pour les prochaines années en tant qu'usager, représentant d'une association d'usagers des
des transports en Île-de-France. Comment vous rêvez la mobilité de demain dans la région ? Alors, ce qu'on souhaite, c'est d'arriver à avancer un peu à toutes les échelles, parce que on voit que le Grand Paris Express, il est nécessaire en partie, mais on pense que il risque d'y avoir un déséquilibre, si on y prend garde, d'investissement entre le Grand Paris Express qui a ses financements dédiés protégés, et puis le reste du réseau. Il y a encore beaucoup de besoins sur le reste du réseau. Il y a des sites propres bus, des TZN, comme on les appelle, qui manquent de crédit. Il y a des projets de tramway, de prolongement de tram-train. Puis il y a surtout tout notre réseau RER transilien qui a aussi des besoins d'investissement. Il y a beaucoup d'investissements sur le matériel roulant, mais ça ne fait pas tout le matériel roulant. Et puis, bien sûr, on en parlait, tout ce qui est aménagement de voirie, partage de la voirie, aménagement cyclable, aménagement bus. Et en réalité, on a l'impression qu'aujourd'hui, on n'avance pas sur tous ces sujets de façon vraiment décidée. Et le risque qu'on a, c'est d'avoir dans 10 ans une bonne partie du Grand Paris Express, mais connecté avec des lignes qui fonctionnent encore mal. Et globalement, on n'aura pas un réseau fiable. Donc, certes, on se félicite du niveau d'investissement actuel, mais en même temps, on se pose des questions sur l'équilibre des financements. À l'époque, Jean-Paul Huchon avait parlé d'un plan de mobilisation qui avance en parallèle du Grand Paris Express. Aujourd'hui, on a l'impression que le réseau existant, les projets en voirie, bus, tramway, tram-train, avancent peu. Et je pense que c'est un vrai problème, notamment pour la Grande Couronne, parce que le Grand Paris Express n'est pas fait pour la Grande Couronne, ce qui est normal. Et il y a un risque quand même que la Grande Couronne soit un petit peu délaissée au niveau des transports. Jacques Baudrier, sur cette question-là, rééquilibrage des priorités, réseau existant. On s'est battu, quand on a lancé une vraie bataille sur le long terme sur les transports en commun, on a dit qu'il faut avancer sur tous les fronts en même temps. Il faut plus d'argent pour de nouveaux réseaux, il faut plus d'argent pour de nouvelles infrastructures, il faut aussi de l'argent pour des améliorations tarifaires, et on a gagné sur tous les réseaux. Donc on n'oppose pas les priorités. Alors il est vrai que moi je partage en particulier sur la ligne 18, sur le plateau de Saclay, où là, au ministère des Transports, on l'appelle la ligne des lapins, pour dire que voilà, c'est son surnom, parce que ça rend fou les fonctionnaires du ministère en disant on va dépenser 2 milliards d'un truc où il n'y aura que des lapins. Ils trouvent ça délirant, moi aussi, les communistes aussi. Donc là, sur cet exemple-là, on est d'accord que ça c'est vraiment 2 milliards pour rien. Mais c'est le seul exemple le plus caricatural pour nous. Sur le reste, nous, on pense que on arrivait à 6 milliards par an, qui devrait, grâce au financement au Grand Paris Express, on pense que pour satisfaire tous les besoins, en lien avec ce qu'a très bien dit Marc, et en particulier pour la Grande Couronne, il faut aussi des investissements en plus pour le reste, donc avec un peu de recettes en plus dédiées. Mais on est passé de 200 millions à 6 milliards. À notre avis, il faut arriver à 7 milliards d'investissements. Et là, on fera tout ce qui est possible et nécessaire, et ça sera bon. Mais il le faut. Et il manque effectivement encore, c'est un petit pas, mais c'est un pas quand même, pour apporter l'ensemble des réponses. Mais nous, la mobilité à terme en Île-de-France, aujourd'hui, on estime qu'il y a 6 000 à 8 000 morts par an du fait de la pollution de l'air. Beaucoup du fait des voitures. Donc, ce qu'on pense, c'est que l'essentiel, c'est de baisser de façon assez conséquente la part de la voiture. Ça passe parce qu'une augmentation très forte de la part des transports en commun, qui commence à progresser avec toutes nos nouvelles infrastructures, le pass unique, etc. Mais il faut encore aller beaucoup plus loin, encore 50% de plus de déplacements en transport en commun. Et pour ça, il faut investir, il faut la gratuité des transports. Et puis, on pense aussi qu'il y a les 10-20 prochaines années, ça va être vraiment la révolution du vélo. On ne voit que ce n'est qu'un début. Nous, on pense qu'avec le vélo assistance électrique en particulier, le vélo qui aujourd'hui fait 2% des déplacements, ça pourra être multiplié par 5-10 et devenir un peu comme Paris est une ville très dense, c'est-à-dire un peu comme Copenhague ou Amsterdam. Donc, on pense qu'il faut investir beaucoup plus que ce qu'on le fait actuellement pour les aménagements cyclables. Moi, je suis conseiller délégué de la métropole du Grand Paris aux aménagements cyclables. On va bientôt sortir un plan vélo métropolitain, d'ailleurs, au début de l'année 2021. Et il faut beaucoup investir aussi pour le stationnement vélo. Donc, on pense que
l'axe avec les transports en commun, sans opposer aux transports en commun, et souvent en intermodalité vélo-transport en commun. Il y a beaucoup de trajets qui utilisent les deux. Aux Pays-Bas, 50% des trajets en train, les gens arrivent à la gare en vélo. Donc voilà, c'est pas le vélo contre le métro, c'est le vélo et le métro. Donc on pense que la grande révolution est là. Et malgré, moi je suis élu à Paris, je coordonne les travaux sur l'espace public, on fait plein de coronapistes, on est très volontariste, mais il y a un manque de financement. Il faudrait encore quelques centaines de millions d'euros de plus par an pour le vélo. Et pour l'instant, on est en dessous de la demande justifiée des franciliens. Et c'est pour nous la révolution principale dans les mobilités en Ile-de-France. Et ça fait au moins plus de 10 ans qu'on dit qu'il faudrait que ce soit ça. C'est en train d'arriver et il faut qu'on se batte pour ça. Et moi, je suis pour vraiment qu'il y ait une convergence des associations d'usagers, des associations de cyclistes, parce que leurs batailles sont les mêmes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci vraiment d'avoir répondu présent à ce débat autour des mobilités et du Grand Paris. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.